Les 3 dernières vidéos, on a longuement parlé de l'histoire des maths, notamment en fin du 19e, début 20e. On a abordé de façon assez générale les motivations philosophiques à l'idée de fonder les mathématiques, de l'infini et de son achèvement en théorie des angles, et enfin les perspectives modernes des fondations. En bonus de cette petite série de vidéos, je vous propose un cas pratique d'une utilisation de l'infini qui tourne mal. Cet infini, c'est la fameuse somme des entiers. 1 plus 2 plus 3, etc. Tristement célèbre, car un mythe assez fréquent lui attribue la valeur moins 1/12. Cette valeur, intuitivement, elle fait aucun sens. C'est pas possible d'additionner des nombres positifs, voire même surtout une infinité, et de se retrouver à la fin avec un résultat négatif. On dirait qu'en fait, j'ai juste pris un nombre au pif, et je l'ai mis là pour attirer les gens en parlant d'un truc totalement faux. Sauf qu'en fait, il y a un twist, c'est qu'en fait, le mythe, c'est pas tout à fait un mythe. Du moins, les amateurs de maths et les vulgarisateurs se cassent régulièrement les dents là-dessus, avec en gros deux clans. Ceux qui disent que c'est vrai, et ceux qui disent que c'est pas vrai. En fait, le premier qui a moralisé le débat, c'est Abel, qui déclare dans sa lettre à Holmboe, en 1826, que les séries divergentes sont l'invention du diable. Moi, j'en ai entendu parler en premier avec la vidéo de Micmac, il y a quelques années. Il donnait une démonstration que c'était vrai. En bref, on effectue des manipulations algébriques assez simples sur la somme, et on finit par résoudre une équation, et ça donne bien -1/12. En général, les détracteurs expliquent, à juste titre, que cette démonstration, elle n'est pas valide, justement parce que cette somme, elle fait partie des séries qu'on appelle divergentes, auxquelles on ne peut pas attribuer de valeur finie avec la définition classique, et donc les manipulations qui sont faites là sont invalides. Nous, on va aller un peu plus loin que ça, et on va voir si, en réinterprétant ce qu'on appelle une somme, c'est quand même possible ou non d'attribuer la valeur -1/12 à celle-ci. Historiquement, des sommes bizarres comme ça apparaît dès 1703, avec Luigi Guido Grandi, qui explique la série qu'on appelle aujourd'hui série de Grandi. Il publie dans Quadratura Circuli en 1710. Cette série, c'est 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, etc. En faisant des manipulations algébriques similaires à la démonstration exposée par Micmac, on peut obtenir 0, 1 ou 1,5. Grandi considère que la vraie valeur, c'est 1,5, mais les mathématiciens de l'époque doutent. Notamment, Leibniz écrit à Jacopo Riccati, vers 1715, qu'il estime le résultat absurde. Il développe un argument probabiliste, dans une lettre à Christian Wolff, qui dit en gros que si on arrête la série sur un terme aléatoire, on a 50% de chance de tomber sur 0, et 50% de chance de tomber sur 1. Donc la valeur moyenne, c'est 1,5. Il conclut cependant que son argument est métaphysique plutôt que mathématique, mais qu'il y a souvent plus de métaphysique dans les maths qu'on veut le reconnaître. D'autres mathématiciens se penchent sur la question, notamment Pierre de Varignon et Loria, qui mènent aux premières considérations de convergence. Gauss, dans Disquisitiones Generale circa Seriae Infinitam, à introduire le symbole somme et à utiliser la notion de limite formalisée par Cauchy plus tôt en 1821 pour définir la convergence d'une série. Déjà, il y a une question qu'on peut raisonnablement se poser quand on regarde cette somme. Si je vous dis 1 plus 2 plus 3 plus etc., y a pas quelque chose qui vous étonne? Bah oui, c'est le etc. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour une somme de ne pas s'arrêter? Moi je peux pas additionner une infinité de termes, ça me prendrait des plombes. Donc pour calculer ce genre de somme infinie, il va nous falloir un outil qui peut gérer l'infini d'une manière ou d'une autre. Quelque chose que je peux faire, c'est commencer par les choses que je peux gérer, des sommes finies, qui s'arrêtent. Je peux faire 1 plus 2, je peux faire 1 plus 2 plus 3, je peux faire 1 plus 2 plus 3 plus 4, et ainsi de suite. Dès que je choisis un moment auquel m'arrêter, je peux calculer la somme finie des entiers jusque-là. C'est possible au moins conceptuellement. En général, si on additionne beaucoup de termes, on va raisonner récursivement. On décompose la somme en plusieurs sommes plus petites, plus faciles à faire de tête. Par exemple, dans la somme des entiers, je vais devoir faire 1 plus 2, donc 3, puis plus 3, donc 6, puis plus 4, donc 10, et ainsi de suite. Ce qu'on remarque, c'est que dans cette méthode pour calculer la somme des entiers, à chaque étape, on a besoin d'avoir calculé l'étape précédente, d'où l'idée de récursivité que j'ai évoquée plus tôt. Mais on voit tout de suite que cette interprétation de somme ne va pas permettre d'interpréter une somme infinie. Si je veux ajouter à une hypothétique étape infinième, j'aurais besoin de l'étape infini moins 1ème, ce qui n'a aucun sens. Avec cette méthode, je peux juste aller aussi loin que je veux, à n'importe quelle étape finie, aussi grande soit-elle. C'est un infini potentiel, mais je ne peux pas additionner une quantité infinie, achevée, de termes. Donc pour interpréter ma somme infinie, je vais avoir besoin d'un outil qui gère un infini potentiel, qui va en quelque sorte pouvoir achever cet infini potentiel, terminer l'algorithme. Pour ça, voyons ce qu'on est en train de manipuler comme objet mathématique concret. En fait, c'est qu'on utilise un petit point ici, c'est une suite, disons Sn. On a S0 égale 0, et Sn égale Sn-1 plus n. C'est la formalisation de cette interprétation récursive naturelle. On définit cette somme par récurrence. Sauf qu'avec les suites, on a un moyen de voir ce qui se passe quand on va infiniment loin. C'est les limites. Une limite, ça prend un infini potentiel,
n qui peut être aussi grand qu'on veut, et ça le transforme en un objet achevé, le nombre limite de la suite, c'est-à-dire le nombre auquel la suite peut s'approcher aussi près qu'on veut, quitte à prendre des n très grands. Et voilà, ma somme infinie, c'est la limite de la suite des sommes partielles. Le game est plié, merci, au revoir. Appliquons quand même ça à la somme des antinaturels. On peut prouver par récurrence, ou avec le fameux argument de Gauss quand il a formulé quand il avait 10 ans, que la somme des entiers de 1 à n, c'est n plus 1 sur 2. On prend la limite, pif paf pouf, ça diverge vers l'infini. Ça correspond à l'intuition, c'est parfait, tout va bien. C'est même comme ça qu'on dit que l'argument de Micmat n'est pas valable. L'infini, ça se manipule pas comme un nombre classique, donc ces manipulations sur la série, c'est du vent, ça ne se réfère à rien. Mais en fait, s'arrêter là, ce serait une erreur. Parce qu'il y a un problème de vocabulaire flagrant dans cette histoire. C'est l'idée de considérer ça comme une somme. Pour obtenir notre somme infinie, on a utilisé un tour de passe-passe. Plutôt que d'additionner réellement une infinité achevée de termes, on a achevé un processus sans borne. Donc une somme infinie, ce n'est pas vraiment une somme. Et on peut voir ça avec un théorème qui nous donne des exemples pathologiques de mauvais comportements de somme infinie, le théorème de réarrangement de Riemann. On va prendre une série qu'on appelle semi-convergente ou conditionnellement convergente. En gros, ça veut dire que la série converge, mais que la série des valeurs absolues diverge. Un premier truc à remarquer, c'est que cette série, elle a une infinité de termes positifs et une infinité de termes négatifs. On va ordonner les termes positifs du plus grand vers le plus petit. Pareil pour les termes négatifs, mais sans le moins. Maintenant, prenons un nombre réel, n'importe lequel, peu importe. Moi, je vais prendre le réel quelconque A. Disons qu'il est positif pour simplifier le raisonnement. Ça marche de la même manière s'il est négatif. Ce que je peux faire, c'est ajouter les termes positifs dans l'ordre de croissance jusqu'à dépasser A. Ensuite, j'ajoute les termes négatifs dans l'ordre aussi, jusqu'à aller en dessous de A. Je continue avec des termes positifs jusqu'à dépasser A, puis des négatifs, et ainsi de suite. J'obtiens une nouvelle suite qui réarrange les termes. Eh bien, sachez que le protocole que je viens de vous décrire vous dit que cette nouvelle suite, elle converge vers A. C'est vrai par définition de la limite, comme le nombre vers lequel la suite s'approche aussi près qu'on veut, quitte à aller aussi loin que nécessaire. Mais attendez 2 secondes, il y a un souci là. Le protocole que j'ai décrit, il fonctionne pour n'importe quel A. Donc je peux former une suite qui converge vers 1, une suite qui converge vers 0, une suite qui converge vers racine de 2, une suite qui converge vers pi, etc. Je peux faire une suite qui converge vers le nombre que je veux en fait. Avec quelques adaptations, on peut même faire une suite qui diverge vers un infini, ou une suite qui diverge tout court, qui n'a pas de limite. Sauf que toutes ces suites, elles contiennent exactement les mêmes termes que la suite d'origine, qui converge déjà vers un réel fixe. Donc en additionnant les mêmes termes dans un ordre différent, je peux obtenir n'importe quel nombre de mon choix. Mais c'est pas possible ça intuitivement. Quand je fais une addition, je peux mettre mes termes dans l'ordre que je veux, ça change pas le résultat. Mais quand mon addition est infinie, ça peut le changer. Bon, heureusement, c'est pas toujours le cas en vrai. C'est vrai seulement pour les séries semi-convergentes que j'ai décrites plus tôt. C'est juste celles-là qui se comportent mal. Pour les séries dites absolument convergentes, qui sont pas semi-convergentes ni divergentes, on n'a pas de problème, grâce à un résultat du 1 Dirichlet. Mais tout de même, ça pose un problème conceptuel avec l'idée intuitive qu'on se ferait d'une somme. La somme perd des propriétés quand on joue avec l'infini. C'est là qu'on voit le problème de langage que j'évoquais tout à l'heure. Quand on appelle ce processus une somme infinie, c'est déjà une erreur catégorique parce qu'on ne parle pas vraiment d'une somme. C'est une astuce, un tour de passe-passe qui prolonge l'idée générale d'une somme à des termes infinis. En des termes modernes, on parlerait de procédé de sommation, et c'est le vocabulaire dont je vais me servir à partir de maintenant. Mais alors il y a une question qui semble assez naturelle à se poser pour un mathématicien. Ne peut-on pas prolonger davantage? Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir axiomatiquement ce que c'est qu'un procédé de sommation. Pour ça, on va donner un ensemble de règles pour une manière de redéfinir une somme infinie, de telle sorte à conserver les propriétés les plus importantes. D'abord, un bon procédé de sommation, il devrait conserver la convergence. C'est-à-dire, si j'applique mon procédé de sommation à une série qui converge, je devrais obtenir le même résultat. Cette règle-là, elle permet de dire que le procédé de sommation est plus général d'une certaine manière que la définition classique. Il y aura les mêmes séries convergentes, et aussi quelques-unes en plus. Cette règle-là, on l'appelle la régularité. Une autre règle importante, c'est la stabilité, qu'on peut aussi appeler invariance par translation. Ce que cette règle signifie, c'est qu'appliquer le procédé de sommation à une série, c'est pareil que de l'appliquer à cette série sans le premier terme, puis rajouter ce premier terme au résultat obtenu. Cette règle-là, elle fait sens, parce que c'est elle qui donne l'interprétation additive au procédé de sommation. On est bien en train de donner un sens au fait de dire que c'est une sommation. Elle donne l'intuition récursive dont j'ai parlé plus tôt. Enfin, une règle qui est très utile en pratique, très agréable à avoir, et qu'il est assez naturel de demander puisque la somme la vérifie, c'est la conservation des opérations usuelles, l'addition, la multiplication. C'est-à-dire, si j'applique le procédé à la somme de séries, j'obtiens la somme des résultats. Pareil pour le produit de série.
En fait, cette règle, elle va donner des structures. On va pouvoir avoir des structures algébriques avec les procédés de sommation. Et donc voilà, on a nos règles pour dire si une méthode pour définir un procédé de sommation, une somme infinie, est une bonne méthode, une méthode cohérente et relativement naturelle qui prolonge l'idée générale d'une somme à un nombre infini de termes. Il y a un exemple assez classique d'un tel procédé de sommation, connu comme la méthode de Cesaro. Cette méthode est nommée d'après Ernesto Cesaro, même si les bases de cette méthode étaient déjà connues de Cauchy et présentes dans son cours d'analyse de 1822. La méthode de Cesaro se base sur les suites du même nom. Si je considère une suite quelconque, AN, alors la suite de Cesaro associée à cette suite, c'est la moyenne arithmétique des termes de la suite jusqu'au rang considéré. Donc la suite de Cesaro au rang n, c'est la somme des AK de 1 à n divisé par n. Et bien quelque chose d'intéressant, c'est le lemme de Cesaro qui dit que si une suite converge, alors sa suite de Cesaro associée converge aussi vers la même limite. En fait, ce théorème nous donne le critère de régularité. On peut aussi vérifier la stabilité et la linéarité. Je vous promets que c'est le cas, vous pouvez vérifier par vous-même. Maintenant, une dernière chose à vérifier, c'est si ce procédé de sommation est intéressant. Autrement dit, si on a bien que toutes les séries convergentes convergent au centre de Cesaro, ça c'est la régularité, on l'a, mais aussi, est-ce qu'on a des séries divergentes qu'on peut tout de même sauver par Cesaro? Si oui, on a bien une extension de l'idée de sommation, qui a pour intérêt d'attribuer des nouvelles valeurs à des séries qui n'en ont pas sinon. Revenons de la série de Grandi. 1, moins 2, plus 1, moins 1, plus 1, etc. Ouais, cette série, en fait, elle commence à 1, puis elle alterne entre 0 et 1. Si on calcule les moyennes des termes, on obtient que les termes de rang pair valent tous 1,5 et que les termes de rang impair sont donnés par la formule générale c 2n plus 1 égale n plus 1 sur 2n plus 1. Et ça converge vers 1,5. Donc en fait, la suite de Cesaro associée à la série de Grandi converge vers 1,5. C'est-à-dire que d'après le procédé de sommation de Cesaro, on peut associer à la série de Grandi la valeur 1,5 comme résultat, alors que cette série diverge au sens usuel. Donc si on dit que de le etc. dans 1 moins 1 plus 1 etc. signifie en sommant au sens de Césaro, on peut dire 1 moins 1 plus 1 moins 1 etc. égale 1 demi. En fait, la sommation de Cesaro est ce que Leibniz a pressenti avec son argument probabiliste que j'ai évoqué tout à l'heure. D'autres mathématiciens ont ensuite élargi la sommation de Cesaro, notamment Abel malgré son aversion pour les séries divergentes, mais aussi Borel en 1899 et Nerlung en 1919. Alors tout ça c'est super, mais je me doute que vous avez tous hâte que je vous parle de 1 plus 2 plus 3 et cetera. Vous êtes venu pour ça, c'est le titre. Avec tout ce qu'on vient de voir, la question que vous vous posez est sûrement quel procédé de sommation va permettre de dire que ça fait moins un douzième? D'abord, on vient de parler de Cesaro et les procédés de sommation qui lui ont succédé. Il s'avère que ces procédés de sommation ne régularisent pas la série 1 plus 2 plus 3 etc. Donc il nous faut une autre approche. C'est Leonhard Euler qui s'y intéresse en premier. Lui n'a pas le bagage théorique qu'on vient d'expliciter, puisque ça vient des travaux de Hardy, qu'il expose dans son livre Divergent Series de 1949. Donc il donne d'abord le même raisonnement que Big Math. Sauf que ça, c'est un premier travail qui va mener ultimement à l'étude d'une de ses fonctions célèbres, la fonction zeta de Riemann. Alors oui, c'est Euler qui définit en premier la fonction attribuée à Riemann, alors que Riemann est né près de 40 ans après la mort d'Euler. Ça, c'est parce que Riemann a beaucoup travaillé dessus aussi, mais nous, on va surtout se concentrer sur les travaux d'Euler. Euler donne la définition de la fonction zeta dans De summis serium reciprocarum en 1736. Quand S est réel, zeta de S, c'est juste la série des 1 sur n puissance s. On obtient une série convergente seulement quand S est strictement supérieur à 1. Et la fonction n'est donc définie que sur ces S-là. Cependant, indépendamment de la convergence, on peut interpréter certaines séries comme étant certaines valeurs de zeta. Par exemple, si on prend S égale 0, on obtient 1, plus 1, plus 1, plus 1, etc. Et on peut interpréter cette série comme étant zeta de 0. Plus intéressant pour nous, si on prend S égale moins 1, on a zeta de moins 1 égale 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Exactement la série qui nous intéresse. Mais on a un problème. Zeta n'est pas défini en 0 ou en 1. À moins que... Pour contrôler le problème de la non-définition de zeta, il suffit de redéfinir zeta pour que ça fonctionne. En gros, on va utiliser ce qu'on appelle un prolongement analytique. On va réussir à définir zeta sur le plan complexe entier, sauf en 1 où c'est pas possible, de telle sorte à conserver les propriétés intéressantes, notamment le fait de pouvoir écrire zeta comme une série en tout point, d'où un prolongement analytique, c'est le nom qu'on donne aux fonctions où c'est possible. Ça, c'est justement un des éléments des travaux de Riemann. Tout ça implique des formules un peu trop compliquées pour que je vous les montre en vidéo, et pour davantage de détails sur comment on fait, je vous renvoie vers le projet de licence de Gaëtan Dany et Florent Thierry,
La fonction zeta de Riemann, approche historique et lien avec les nombres premiers, de 2012, qui est très complet par rapport à cette fonction-là. En particulier, un tel prolongement définit zeta en 0 et en moins 1, et il s'avère que zeta de moins 1, ça fait moins 1/12. Et donc, en interprétant la série des entiers naturels comme zeta de moins 1, on a attribué cette valeur à cette série. Et voilà. J'insiste sur un point. Ce qu'on vient de faire, ce n'est pas la somme de la série au sens usuel, mais dans un sens élargi. N'allez pas dire tout fier, la somme des entiers, ça fait -1/12, la fonction zeta le prouve, sans au moins une remise en contexte. Le mot somme n'est pas à comprendre au sens usuel qu'on lui donne, qui correspond à une extension du terme. La série est divergente au sens usuel du terme, mais il s'avère qu'on peut la sommer, si on interprète sommer dans un sens plus général. L'usage de la fonction zeta qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle la régularisation zeta. On régularise la série en utilisant la fonction zeta. C'est une méthode qui est utilisée en physique, notamment pour l'énergie du vide et l'effet Casimir, où on remarque que la série des entiers apparaît dans les équations en régularisant une différence de deux séries infinies. En remplaçant cela par -1/12, on obtient des résultats cohérents au niveau physique, ce qui donne une certaine légitimité concrète à ce procédé. Je vous invite à voir la vidéo de Sciences étonnantes sur le sujet, qui l'aborde bien plus en détail. Il y a d'autres méthodes, notamment la sommation de Ramanujan, qu'on retrouve dans une lettre de Ramanujan vers 1913. Cette méthode donne également -1/12. On a donc jusque-là trois méthodes qui donnent la même valeur à la série. C'est plutôt bon signe. Cependant, bon signe, ça veut pas dire que c'est correct et qu'on peut tout remballer. Il faut quand même vérifier que ces méthodes sont bien des procédés de sommation, comme on les a définis plus tôt, pour que l'appellation somme soit bien justifiée au moins intuitivement. Sauf que c'est là qu'on va avoir un problème. En fait, il s'avère qu'il n'existe pas de procédé de sommation régulier, stable et linéaire qui attribue la valeur -1/12 à la série 1 plus 2 plus 3, etc. En fait, il n'y en a pas qui lui attribue une valeur finie. Hardy le démontre dans son livre, et Sciences étonnantes en a exposé la démonstration dans son blog, que je vous invite à lire, le lien est dans la description. Je trouve la manière dont elle est écrite insatisfaisante sur le blog, même si correcte sur le fond, donc je vais me permettre de vous en donner une version un peu plus complète. C'est un raisonnement par l'absurde. On va supposer l'existence d'un procédé de sommation régulier, stable et linéaire, qui attribue à 1 plus 2 plus 3, etc., la valeur finie S. Déjà, par stabilité, je peux ajouter des zéros au début sans rien changer. Je peux écrire S de trois manières différentes. 1 plus 2 plus 3, etc. 0 plus 1 plus 2 plus 3, etc. 0 plus 0 plus 1 plus 2 plus 3, etc. Mais alors, par linéarité, je peux ajouter la première et la troisième, et retirer deux fois la deuxième. Cela donne S moins 2S plus S, c'est-à-dire 0, mais c'est aussi la série 1 plus 0 plus 0 plus 0, etc. Cette dernière série, elle est convergente et elle converge vers 1. Donc par régularité, on a 1 plus 0 plus 0, etc. égale 1, au sens de notre procédé de sommation, et tout ça c'est égal à 0. Donc 1 égale 0, on a une contradiction, et un tel procédé de sommation ne peut pas exister. Il ne peut pas être à la fois régulier, stable et linéaire. Et du coup, nos trois méthodes, première méthode de l'air par des manipulations algébriques, régularisation zeta et sommation de Ramanujan, elles manquent au moins une de ces propriétés parmi les trois. Soit elles sont pas régulières, soit elles sont pas stables, soit elles sont pas linéaires, ou alors même les trois en même temps. Alors faisons le point sur ce que ça signifie. Une méthode qui n'est pas régulière, elle perd des informations sur les séries convergentes. C'est plus vraiment une extension de la notion de somme, mais un genre de somme parallèle, un univers différent du nôtre. Une méthode qui n'est pas stable, elle perd l'intuition de ce qui est une somme. Un procédé récursif, où on additionne les termes un par un dans l'ordre. Un procédé de sommation instable, ne peut pas vraiment être appelé une somme dans ce cas. Enfin, une méthode qui n'est pas linéaire, elle perd une propriété standard et utile de la somme. C'est une perte majeure de structure mathématique. On n'a plus un morphisme d'algèbre, on a juste un truc qui a en fait peu de sens dans une pratique mathématique contemporaine, et qui est en fait pas très utile non plus. On peut difficilement le manipuler. Si je devais choisir, je dirais que la propriété la moins grave à perdre, c'est la régularité. Au pire, on a une somme alternative. La plus grave à perdre, c'est la stabilité, car c'est celle qui, à mon sens, donne toute sa signification au terme sommation. En ce qui concerne nos méthodes, la régularisation zeta perd les trois. Elle n'est ni régulière, ni stable, ni linéaire, donc il est vraiment très incorrect de l'appeler une somme. La sommation de Ramanujan, elle, perd seulement la régularité. On peut l'interpréter comme un genre de somme alternative, un procédé de sommation parallèle et non une extension. Alors je n'ai malheureusement pas trouvé de démonstration de ceci, donc prenez cela avec des pincettes et si vous avez des références, n'hésitez pas à les exposer en commentaire. J'en ferai un sommaire dans un commentaire épinglé quand j'en aurai. Pour conclure, répondons à la question. Peut-on raisonnablement dire que 1 plus 2 plus 3, etc. égale moins 1/12? Bah, en quelque sorte oui, si on est prêt à perdre un peu de sens,
par rapport à ce qu'on appelle une somme, de ce que c'est que le et cetera. Si on accepte de le lire, c'est qu'on accepte de sacrifier au moins une des propriétés qui fait qu'un procédé de sommation est intuitivement une somme. Hardy appelle ça des procédés de sommation, de telle sorte à éviter un malentendu avec la notion habituelle de somme. En fait, c'est une leçon assez générale. Quand on étend une notion, elle doit perdre de son sens pour permettre ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On perd déjà certaines choses quand on commence à considérer les sommes infinies au sens classique, comme la commutativité par le théorème de réarrangement-Riemann sur certaines séries. Il est normal qu'en cherchant à attribuer de nouvelles valeurs à des séries qui n'en ont usuellement pas, on perde des éléments qui font d'une somme une somme. Le tout, c'est de savoir ce qu'on perd et de l'assumer. Assumer le sens des choses qu'on manipule et de leurs défauts sémantiques.